Très chers amis et camarades, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour cet épisode numéro 6, ce que je peux déjà vous dire, c'est que le menu est pour le moins varié, mais avant d'en parler, on va remercier nos contributeurs de la semaine. Il s'agit de Farida, Victoire, Jeanne-Laure, Achia Anim, Océane Ingrid, Yann Loric et Serge. Merci à elles et merci à eux. Et si vous souhaitez également contribuer, ça se passe sur paypal.me/le débrief. Merci d'avance. Au sommaire donc, on parlera d'une première dame au cœur d'une enquête pour corruption, du gouvernement congolais qui dépenserait sans compter pour acheter des armes avec la bénédiction de l'Arabie Saoudite. On parlera des amis génocidaires de la France, du nouveau projet musical du basketteur Serge Ibaka. On parlera également du chanteur Stevie Wonder qui souhaite quitter les États-Unis pour le continent africain. On prendra des news d'Hush Puppy, sans oublier bien sûr notre sélection de clips africains à voir cette semaine. Des détournements de fonds, de la politique et de la bonne musique, il n'y a pas de doute, vous êtes bien devant le débrief, c'est parti. C'est parti pour le répondeur. Cette semaine sur le répondeur du débrief, c'est Sorel, depuis l'Allemagne, qui avait une question à poser à la communauté africaine. On l'écoute. Moi, c'est Sorel, je vis en Allemagne et aujourd'hui, j'ai juste une petite question pour la communauté africaine. Je voudrais savoir pourquoi, jusqu'aujourd'hui, en 2021, nous avons besoin de reconnaissance, sinon même validation occidentale sur nos produits, sur nos talents, sur nos musiciens même parfois, avant de les valider nous-mêmes chez nous. Je prends l'exemple du pagne, Wax et Gucci, ce qui a soulevé une polémique dernièrement parce que Gucci, dans sa dernière collection au défilé, a posé le nom, la marque Gucci sur le pagne qui est connu dans pratiquement tous les pays d'Afrique. Justement, ce pagne-là soulève, cette situation-là soulève une insurrection chez certains Africains, comme quoi le pagne, il appartient à l'Afrique et ils n'ont pas le droit de faire ceci. Mais en fait, avant ça, pourquoi est-ce qu'il faudrait que nos biens, il faudrait que ceux qui appartiennent à l'Afrique soient validés en Europe, en Occident d'abord, avant qu'ils prennent une quelconque valeur en Afrique? C'est la question que j'ai envie de poser aujourd'hui et merci au débrief de me l'avoir permis. Merci Sorel, tu as touché un sujet très récurrent et je suis sûre qu'il y aura pas mal de réactions en commentaire. Si vous souhaitez également passer dans le répondeur de la semaine prochaine, eh bien, envoyez-nous une vidéo d'1 minute 30 maximum sur WhatsApp au numéro suivant, c'est le +225 07 97 84 08 87. On passe aux news de la semaine. La semaine dernière, nous évoquions l'instauration d'un couvre-feu de 18h à 6h du matin au Gabon, une mesure clairement impopulaire et qui a même débouché sur un mouvement de contestation. De nombreux citoyens ont décidé de faire du bruit avec leurs casseroles chaque soir à 20h. Ce qui avait démarré a priori comme un mouvement pacifique a malheureusement dégénéré en répression sanglante. On compte des personnes blessées par balles et au moins 2 personnes décédées au nom de Gilda Iloko et Jinky d'Eric Emané. La chaîne Al Jazeera a d'ailleurs pu rencontrer la tante de Jinky qui explique qu'il sortait tout simplement chercher à manger et a été assassiné par la police. En dehors des blessés et décès constatés, plusieurs médias tels que le site Gabon Media Time ont rapporté le kidnapping de leaders qui auraient lancé ou coordonné le mouvement des casseroles. Steve Guéma, Hervé Linga et Gaël Koumba Ayouné, très actifs sur la toile pendant la révolution des casseroles, ont été signalés comme disparus par leurs proches depuis le 22 février. Au moment où nous enregistrons cette émission, ils n'ont toujours pas été retrouvés. Du côté du gouvernement, le Premier ministre Rose Christiane-Osuka Raponda a annoncé des bus supplémentaires pour faciliter le transport des populations, ainsi que la prolongation de la gratuité des transports. Je vous avoue que je ne vois pas très bien en quoi cela répond aux principales revendications des citoyens gabonais, mais enfin. Par ailleurs, le 23 février, l'hebdomadaire Jeune Afrique publiait un entretien avec Guy-Patrick Obiang-Dong, ministre de la Santé, probablement histoire de faire un peu de damage control. Dans cet entretien, on peut notamment lire cette réponse du ministre au mécontentement des Gabonais. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a demandé au gouvernement d'intensifier la communication sur la situation sanitaire actuelle. La population doit prendre conscience que cette pandémie est quelque chose de grave, qui tue, qui laisse des séquelles, plus qu'on ne le pense, hélas. Fin de citation. Alors, c'est vrai que la pandémie tue, mais la répression tue.
elle aussi. Donc si le peuple gabonais a tapé très fort son mécontentement dans ses casseroles, cette colère n'est pas uniquement liée à la pandémie, mais en fait de manière plus générale à la gestion de la crise économique et sociale que traverse le pays. À ce sujet, la radio locale Urban FM 104.5 a offert un excellent débat avec Lisiane Never, entrepreneur spécialiste en communication politique, et Geoffroy Libeka Fumbula, ambassadeur pour la jeunesse et président d'une ONG liée au mouvement international Tournons la page. Je vous laisse écouter. Vous savez, Mosley, la riposte à la Covid-19 n'est pas qu'une riposte sanitaire. C'est une riposte qui, à la fois, en fait, c'est la conjugaison de la riposte sanitaire, la riposte économique et la riposte sociale. Mais quand nous voyons l'approche du gouvernement, le gouvernement semble plus axé sur une riposte qui est sanitaire, que je dirais virtuelle. Parce que la Covid-19, la Covid-19, c'est 99,36% de guérison. C'est 0,64% de décès. On ne peut pas tuer l'économie, tuer le social pour une pandémie dont les gens guérissent à 99,36%. Ça se justifie pas du tout. Autre chose, la Covid-19 a permis au gouvernement de mobiliser suffisamment de fonds. Pas besoin de rentrer dans les détails, j'ai produit une étude à propos. Plus de 503 milliards de mobilisés. Si on prend le cas lié aux tests Covid qui sont facturés, sur la période d'octobre à février, au 12 février 2021, c'est 301 762 tests qui ont été réalisés pour un chiffre d'affaires qui doit osciller entre 1,5 et 6,035 milliards, quand le ministre de la Santé vient annoncer 1,2 milliard. Voilà qui est dit, il n'y a plus qu'à espérer que l'enquête ouverte sur la mort de Gilda et Jinky ne se soldera pas par un énième non-lieu et que les activistes kidnappés soient relâchés au plus vite. On peut toujours espérer, ou pas. C'est le scandale qui secoue en ce moment la Sierra Leone. La première dame, Fatima Mada Bio, est directement visée par une enquête ouverte la semaine dernière par la commission anticorruption du pays. Alors déjà, première pause, c'est un exploit en soi qu'une enquête soit officiellement ouverte sur une première dame dont le mari est toujours au pouvoir. Ça vraiment, je ne suis pas sûre que ça arriverait dans d'autres pays de la région, mais revenons-en aux faits. Cette enquête est une décision qui fait suite à la publication par le média The Africanist Press d'une série d'investigations sur l'association qui a été créée par la First Lady. Fatima Bio se serait servie de son organisation Hands of Our Girls, un programme visant à lutter contre le viol et les violences basées sur le genre, afin de recueillir des fonds qu'elle aurait utilisés pour ses dépenses personnelles. Des lettres et autres documents officiels du bureau de la Première Dame, examinés par Africanist Press entre 2018 et 2020, fournissent une vision plutôt claire de la manière dont Madame Bio aurait utilisé le nom du président et de son propre bureau pour solliciter des dons en espèces auprès d'opérateurs de télécommunications, d'entreprises privées, de riches femmes et hommes d'affaires, ainsi que certains ministères et même des organismes gouvernementaux. En échange de dons, elle leur promettait des billets pour les banquets présidentiels, des opportunités publicitaires et des promesses de rencontrer le président en personne, ce qui constitue en soi une violation totale des lois anticorruption du pays. Certaines des allégations contre Madame Bio incluent aussi près de 30 milliards de leons, soit 3 millions de dollars ou plus d'1,6 milliard de francs CFA, de fonds publics reçus pour les dépenses de son bureau, et ça c'est depuis l'investiture de son mari en mai 2018. Ça fait quand même beaucoup d'argent pour une première dame qui n'est pas une élue du peuple, on le rappelle. Et c'est pas fini. L'enquête nous apprend enfin que les généreuses donations en espèces n'ont jamais été domiciliées sur les 2 comptes bancaires officiels de l'association de la Première Dame, mais plutôt sur le compte bancaire privé de la Mada and Fatima Bio Foundation, l'organisation à but non lucratif du président. En tout cas, en réponse à ces accusations, la First Lady s'est défendue d'avoir utilisé frauduleusement des fonds publics pour financer les activités de son bureau. Elle a expliqué que les dépenses effectuées par le bureau de la Première Dame ont toujours été prises en charge par l'État, comme ce fut le cas pour toutes les ex-First Lady du pays. Du coup, c'est peut-être le moment d'aller fouiner dans les détails budgétaires des précédentes Premières Dames, n'est-ce pas? Mais Fatima Bio ne s'est par contre jamais justifiée quant à cette demande de fonds en échange de faveurs et n'a pour l'instant fourni aucune preuve qui détaille les dépenses onéreuses de son bureau et de son association. Très active sur Facebook, elle semble décidée à se racheter une image à travers une communication qui, honnêtement, manque cruellement de finesse. Car depuis ces révélations, elle publie comme par hasard, quasi quotidiennement, des vidéos et des photos d'elle en train de faire des dons au nom de son association pour lutter contre la misère du monde. Bah tiens donc. Elle en profite aussi, toujours pas très subtilement, pour lancer des piques à ses détracteurs à travers des statuts visés niveau classe de 5e, du style « Continuez, votre haine fait de moi une meilleure personne »,
Ou encore, les défis et les critiques sont attendus et sont les bienvenus, nous ferons avec. En fait, il manque juste les jaloux vont maigrir à ce stade. On aurait quand même pu s'attendre à une meilleure défense médiatique de la part d'une première dame qui est journaliste de formation. Bon, pour clore le sujet, je tiens particulièrement à signaler que le comble de cette histoire, c'est quand même que l'époux de Madame Bio, Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone depuis 2018, a fait de la lutte anticorruption le combat principal de sa présidence. Vous ne l'auriez pas parié, n'est-ce pas? C'est lui-même qui a créé la commission anticorruption du pays, devant laquelle il a d'ailleurs traîné son prédécesseur, l'ancien président Ernest Bai Koroma. Nous verrons donc dans quelques semaines si Madame Bio sera elle aussi convoquée par cette fameuse commission. L'enquête est toujours en cours. Cette semaine, une des informations majeures, c'était bien évidemment l'assassinat dans une embuscade de Luca Attanasio, ambassadeur de l'Italie en RDC, ainsi qu'un officier de la police militaire italienne et enfin son chauffeur congolais, Mustapha Milambo. Et lundi, des hommes armés ont tiré sur un convoi du Programme alimentaire mondial. Le bilan fait état de 3 morts. Un chauffeur congolais du PAM, Mustapha Milambo Baguma, ainsi qu'un ambassadeur italien en République démocratique du Congo et son garde du corps, lui aussi italien. C'est un groupe armé bien organisé et pas un groupe de bandits qui tentent de piller seulement les véhicules et chercher comment vivre. On verra ce que diront ces enquêtes, mais cette région de la République démocratique du Congo est au cœur d'un conflit, notamment causé par des milices d'origine étrangère, aux yeux de tous et dans l'indifférence quasi générale depuis des années. Est-ce que ces énièmes morts injustifiées permettront enfin de ramener le calme? Le temps nous le dira. L'autre actu africaine importante de la semaine, c'est bien évidemment le deuxième tour des élections présidentielles au Niger. Alors que le pays devait vivre une alternance politique, des tensions à l'issue de l'annonce des résultats ont eu lieu et le réseau Internet a été coupé dans tout le pays. Des soutiens de l'opposition, de nouveau dans les rues de Niamey. Depuis l'annonce des résultats de l'élection présidentielle par la commission électorale mardi, des manifestants descendent dans les rues tous les jours. Pour eux, c'est Mahaman Ousmane, le candidat de l'opposition, qui a remporté le vote, pas Mohamed Bazoum. Deux candidats qui s'affrontent, des partisans qui descendent dans la rue, une coupure arbitraire d'Internet, un camp qui ne reconnaît pas les résultats, une cour constitutionnelle qui doit trancher. C'est fou, les pays changent, un président décide de ne pas confisquer le pouvoir, mais quand même, le scénario post-électoral reste le même. C'est fascinant. Au Congo-Brazzaville, on a un rapport qui est sorti récemment sur un sujet plutôt délicat, les milliards qu'aurait déboursé le régime de Denis Sassou Nguesso pour acheter des armes. D'après l'organisation OCCRP, un groupe international constitué de journalistes qui enquêtent sur la corruption et les crimes d'État, les services de sécurité de Sassou Nguesso auraient acheté depuis 2015 environ 500 tonnes d'armes, notamment en provenance de l'Azerbaïdjan. Et si vous ne savez pas où ça se situe, on va vous mettre une carte du monde. Voilà, c'est ça, l'Azerbaïdjan. Toujours selon l'OCCRP, ces armes auraient notamment servi à la répression qui a eu lieu lors de la crise post-électorale de 2016. Le média Africa Radio, dans son article du 25 février 2021, rapporte une autre curiosité. La République du Congo n'aurait déclaré aucune importation d'armes depuis 30 ans. Or, des pays comme la Bulgarie déclarent récemment avoir envoyé 250 lance-grenades au Congo, ou encore la Serbie qui a déclaré avoir vendu 600 fusils d'assaut au Congo pas plus tard qu'en 2017. Alors, je ne sais pas vous, mais j'ai quand même l'impression qu'il y en a un qui ment là, je ne sais pas lequel. Autre point de cette enquête de l'OCCRP, avec autant d'achats d'armes pour un pays aussi mal en point économiquement que le Congo-Brazzaville, d'où vient l'argent? Je veux dire, on n'achète pas un char comme on achète un sac Zara, on est bien d'accord, Eh bien, les journalistes de l'OCCRP indiquent que ce serait l'Arabie Saoudite qui aurait sponsorisé, en d'autres termes financé, l'achat. Qu'est-ce que ces deux pays pétroliers peuvent bien s'échanger? Allez savoir. En tout cas, sacrée ambiance. Si vous voulez en savoir plus, je recommande cet article du média sud-africain Mellen Guardian qui détaille l'enquête. Et pendant qu'on en est à recommander des articles à lire, il y a celui-ci publié par Mediapart à la mi-février en lien avec le génocide des Tutsis au Rwanda. On y découvre des archives inédites de 1994 trouvées par François Graner, chercheur, auteur de plusieurs livres sur le Rwanda et membre de l'association Survie. Ayant eu accès aux archives inexplorées du président François Mitterrand, Graner a découvert un télégramme et des échanges qui confirment les actes complices d'Hubert Védrine, secrétaire général à la présidence française à l'époque, Bernard Hémier, actuel directeur de l'un des principaux services secrets français, la DGSE, mais aussi conseiller à l'époque d'Alain Juppé, qui lui était ministre des Affaires étrangères. Dans tous les cas, nous vous recommandons vivement la lecture de ce sujet de Mediapart qui apporte d'importants éclaircissements sur le rôle joué par la France au Rwanda en 1994.
À Abidjan, ces derniers jours, on parle beaucoup des législatives, mais en marge de cela, deux hommes font l'objet de toutes les spéculations. Il y a d'abord le retour de Laurent Gbagbo, annoncé pour le mois de mars, une nouvelle qui ravit les uns et en laisse beaucoup d'autres très sceptiques. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo rentre bientôt en Côte d'Ivoire. Le secrétaire exécutif du Front populaire ivoirien pour Gbagbo, le docteur Assoua Adou, a fait la précision sur le retour attendu avant d'annoncer mercredi que le retour de Laurent Gbagbo fait l'objet des négociations. Je vous rassurer, en mi-mars de cette année, il sera ici avec nous. Donc le bail est là. Préparons-nous pour que ça soit une grande fête pour toute la Côte d'Ivoire, pour toute l'Afrique. Il m'a demandé de voir les autorités ivoiriennes pour organiser son retour dans la paix, dans la sérénité. C'est ce que nous avions fait. Mais ça traîne. Ça traîne. Et comme on le dit chez moi, c'est toi qui as ton problème, tu dois t'occuper de ton problème. Et bien évidemment, l'autre homme politique qui fait parler le royaume de l'Abidjanie depuis plus d'une semaine, c'est bien sûr le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Évacué à Paris pour raisons médicales, son état de santé est au cœur de tous les Congossas. Et alors, on entend tout en ce moment à Babi, des hypothèses les plus crédibles à des scénarios tirés d'un House of Cards version tropicale. Le Premier ministre a quitté jeudi après-midi Abidjan en direction Paris à bord d'un jet de la présidence ivoirienne. Aucune communication officielle n'a été faite sur les raisons de ce voyage, mais de sources proches de son entourage, Ahmed Bakayoko, très fatigué depuis plusieurs semaines, s'y trouverait pour subir des examens médicaux. En janvier dernier, le chef du gouvernement ivoirien avait d'ailleurs déjà fait des analyses à Paris. Le Premier ministre n'est pas apparu en public depuis le 10 février. C'était lors d'une présentation des candidats RHDP aux législatives du 6 mars, auquel il se présente lui-même, et lors de l'investiture de tous les candidats RHDP par Alassane Ouattara mardi dernier, le populaire maire d'Abobo avait aussi brillé par son absence. Ahmed Bakayoko avait été testé positif au Covid-19 en avril dernier. S'agit-il d'une rechute, d'un syndrome post-Covid? Mystère, mais les spéculations vont bon train à Abidjan, en particulier parce que ce départ en jet vers Paris n'est pas sans rappeler celui de son prédécesseur au poste de Premier ministre, feu Amadou Gon Coulibaly, qui avait été évacué début mai vers la France pour des problèmes cardiaques et qui s'est éteint le 8 juillet, peu après son retour en Côte d'Ivoire. Sinon, on a des nouvelles d'Hush Puppy, le célèbre Instagrammeur nigérian arrêté l'année dernière à Dubaï et extradé aux États-Unis pour fraude, nous a donné quelques news. Enfin, pas directement, il est toujours en prison. Par contre, plusieurs médias américains ont publié cette semaine des détails sur les activités frauduleuses du flambeur et croyez-moi, c'est assez improbable. Alors, on savait déjà qu'Hush Puppy, de son vrai nom Raymond Abbas, fraudait et escroquait via Internet, mais ce qu'on savait moins, c'est qu'il blanchissait de l'argent pour le compte de hackers nord-coréens. Je sais, ça ressemble au pitch d'un film d'action. Selon des informations publiées par le FBI, il aurait blanchi jusqu'à 45 millions de dollars pour ses acolytes de Corée du Nord, acolytes avec qui d'ailleurs il aurait participé au braquage en ligne d'une banque à Malte. Rappelons qu'Hush Puppy risque 20 ans de prison, mais il y a fort à parier qu'un film sur sa vie est en préparation. En tout cas, beaucoup d'internautes semblent en réclamer un à Netflix. Et pour finir, c'est aussi une des news people de la semaine. Stevie Wonder souhaite quitter les États-Unis pour le Ghana. C'est dans une interview accordée à Oprah Winfrey que la légende âgée de 70 ans a déclaré qu'il souhaitait partir des USA pour fuir le racisme et s'assurer que ses descendants ne subiraient pas de discrimination. Faut dire que le Ghana a toujours eu la cote auprès des Afro-Américains qui souhaitent retrouver la terre-mère, et ça c'est depuis les années 60. Cette annonce n'est donc pas une surprise en soi, d'autant plus que, comme le rapporte BFM TV, Stevie Wonder avait déjà évoqué le fait de vivre au Ghana depuis 1994. Un joli coup de promo donc pour ce pays d'Afrique de l'Ouest qui effectue une vraie campagne de lobbying touristique à l'international depuis quelques années. On se souvient notamment de l'année du retour en 2019 qui avait attiré de nombreuses stars et influenceurs afro-américains à Accra, la capitale ghanéenne. On finit comme d'habitude avec de la culture. Tout d'abord, l'annonce de la signature d'un partenariat entre Westbrook, société de production de Will et Jada Smith, et Ebony Life Studio, la société de la productrice nigériane à succès Mo Abudu. D'après ce que rapporte le média américain Deadline, les deux structures vont coproduire des films et des séries liés à l'Afrique. 3 projets d'ailleurs ont déjà été arrêtés, on va en parler maintenant. Tout d'abord, on a une série intitulée Dada Safari et qui va raconter l'histoire de 4 copines américaines qui se retrouvent en Afrique après qu'une d'entre elles ait hérité d'un vieil hôtel en pleine savane. Bon, c'est un peu cliché, non? Enfin bref.
Le deuxième projet s'intitulera The Gods et parlera d'un couple de professeurs de l'université de Cambridge qui vont découvrir 7 dieux africains qui étaient endormis jusqu'ici, mais qui ont fini par se réveiller et causer d'immenses catastrophes naturelles à travers le monde. Et enfin, le troisième projet annoncé, c'est Are We Getting Married, où l'histoire d'une jeune Nigériane issue d'une famille Yoruba très riche et qui tombe amoureuse d'un modeste Afro-Américain dans la ville d'Atlanta. Je vous ne fais pas de dessin, on aura droit à tous les clichés sur les Nigérians et les grands mariages, les différences culturelles entre Africains et Afro-Américains, le truc habituel quoi. Bon, personnellement, je crois que le seul projet que j'ai vraiment envie de regarder, c'est bien The Gods. Un peu de surnaturel à la sauce africaine avec les moyens de production à l'américaine, ça peut être sympa. C'est en tout cas un signe très fort qu'on voit le couple Smith en pariant sur le contenu africain. On vous en reparle dès qu'il y a du nouveau. Côté musique, on a 3 sorties de projets à vous annoncer. Tout d'abord, ce vendredi 26 février, l'artiste camerounais Salatiel a dévoilé Africa Represented, c'est son premier album. On y retrouve 19 titres et de nombreuses collaborations, notamment avec ses compatriotes locaux Avero Jess ou encore Mr. Leo, mais aussi d'autres artistes africains tels que la Nigériane Tenny, le Ghanéen Stoneboy ou encore le boys band kényan Sauti Sol. Autre projet dévoilé récemment, c'est Something Else, le nouvel EP de Mr. Easy, sorti le 19 février 2021. Un projet plutôt minimaliste sur le plan sonore, avec 5 chansons dont ma préférée, Saudi Arabia. On écoute. Et enfin, il y a la sortie prochaine du projet Art, initié par Serge Ibaka. Le basketteur congolais a rassemblé plusieurs artistes d'Afrique et de la diaspora sur le même album, et le premier extrait de ce projet est Champion avec le rappeur français Nino. Le clip qui a été tourné en RDC est sorti ce vendredi 26 février. On regarde un peu. Mon bâtiment a caché le soleil. Je me suis habitué à la grisaille. Monnaie, je manque de sommeil. Je me barre juste avant l'arrivée de la lampe de lumière et de show business. J'ai fait que prier dans le noir. Vivre et mourir comme un champion, les autres n'y croyaient même pas. Comme un aigle, j'ai volé au-dessus des nuages pour nourrir la famille. Des millions de dollars, une vie de star comme Ibaka. À l'ombre des lumières et du show business, j'ai fait que prier dans le noir. Vivre et mourir comme un champion, les autres n'y croyaient même pas. Pour notre sélection de clips de la semaine, on en a 3. Il y a d'abord Babe, le nouveau clip du rappeur sénégalais Nick. Ce morceau est tiré de son EP Virgo, déjà disponible. My baby, je suis SRV, baby, give me some head. Le Timberly, ma soeur ne donne que de l'air. Je suis SRV, baby, give me some head. Le Timberly, ma soeur ne donne que de l'air. On reste dans le hip-hop, mais cette fois, on va au Cameroun avec le clip du remix de Tu vas lire l'heure. C'est le dernier hit de Stanley Eno. Il a invité plusieurs artistes sur le morceau, parmi lesquels les rappeuses Minet et Ina Monet, ou encore les rappeurs Boy Tag, Big Game et Mike Monster. C'est pas le pep pep pep, c'est pas le ho ho ho, c'est pas le pep pep pep, c'est pas le ho ho ho, c'est pas le pep pep pep, c'est pas le ho 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 ho. Snapchat gang, Facebook gang, WhatsApp gang. Et enfin, on va à l'est du continent avec mon coup de cœur de la semaine. Je les ai découverts par l'intermédiaire du compte Instagram de Lupita Nyong'o, donc du coup, merci à Lupita. Il s'agit de Jéhovah Shalom a cappella, c'est un groupe de 6 jeunes Ougandais spécialisés dans la musique gospel. Ils avaient déjà crevé l'écran en 2019 lors de leur participation à East Africa Got Talent. C'est la version est-africaine d'America's Got Talent. Puis il y a une semaine, ils ont publié une vidéo pour leur titre Single and Searching et que dire? Les voix, les harmonies, le beatbox derrière, j'ai adoré et je crois que ça devrait vous plaire aussi. I need you kudu hazibandi pour to God, yeah yeah yeah. Are you single and searching? Are you single and searching?
Why are you single and me searching? I need a good wife, pray to God. I need a good husband, pray to God. Yeah, yeah, yeah. I need a humble woman, pray to God. Pour rappel, vous pouvez retrouver toutes les chansons présentées dans le débrief au sein de notre playlist officielle. Pour ça, rendez-vous sur Spotify ou Apple Music et tapez simplement le débrief TV, la playlist, dans la barre de recherche. Bonne écoute. C'est terminé pour le débrief numéro 6. Je compte sur vos likes et vos partages et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Vous pouvez également nous soutenir via un don sur PayPal à l'adresse paypal.me/ledébrief. On remercie Diarra Blue, Biz Accessoires et Turban Tempest qui m'habillent cette semaine. Et sur ce, vivement dimanche prochain. À très vite.